Bonjour! Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue. Comment ça va les copains? Bienvenue, bienvenue. Attends, il y a une question dans le chat, pardon, excuse-moi, c'est le before avec l'environnement. Quelqu'un a le nom des chroniqueurs qui étaient présents. C'était pas des chroniqueurs, c'était des invités. C'était mes invités du before. C'était Paloma Moritz, la journaliste de Blast, Cyril Dion, l'auteur et réalisateur, et Marine, je me souviens plus, de l'association, je me souviens plus. Putain merde, attends, c'est horrible ce que je suis en train de dire. Si je fais point d'exclamation before, est-ce que j'ai des infos? Non, j'ai pas d'infos sur le before. Est-ce que j'ai gardé quelque part mon doc? Édito Backseat. Voilà, c'est là. Marine Calmet, juriste, fondatrice de l'association Wild Legal. Wild Legal. Voilà, c'était mes trois invités du Before de Backseat où on a parlé. Enfin, on a pris le prétexte de l'arrestation de Paul Watson pour parler de la répression des écologistes. Et voilà. Est-ce qu'il y avait pas des Douitos hier? Non, il n'y avait pas des Douitos hier, malheureusement. Enfin, malheureusement. Edoui Plenel a sorti un bouquin, et du coup, Edoui Plenel est en pleine promo de son bouquin. Donc, je suis au regret de vous annoncer que son agenda est un enfer, et donc il ne pourra pas faire des Douitos pendant le mois de novembre. C'est con. Il est désolé, il pense à vous. Il me l'a dit hier, je l'ai eu au téléphone hier, Edoui, il m'a dit je pense à vous très fort, je suis désolé, je serai plus régulier en 2025, mais là, vraiment, je peux pas. Donc voilà, merci pour vos abonnements, merci beaucoup Alzheimer, merci Logic, merci Weird Dude, merci Trappist, merci Zetni, merci CK, merci Paloma, merci Rem, merci Hip Hop pour vos abonnements. Il va faire sa promo sur CNews sûrement. Très probablement, oui, ça me paraît évident. Oui. Pas de poésie pour calmer la déprime de novembre. Ah non, terrible. Absolument terrible. Edoui versus Pascal Pro, le clash. Moi je dis il n'y a pas match. Hein. Il n'y a pas match. Bon, mais bon. Les retours étaient mitigés sur Edoui. Ah bon? Je sais pas où tu les as vus, les retours mitigés, mais si tu regardes les commentaires de la vidéo YouTube, on est sur des retours unanimement favorables. Hein. Je m'abonne pour ne rien manquer de cette soirée exceptionnelle du 5 novembre. D'ailleurs, Jean, tu fais quoi le 5 novembre? Le 5 novembre, soirée Backseat, de 21h à 4h du mat. Vous n'allez pas vous coucher, vous restez devant Backseat jusqu'à 4h du mat. C'est la règle, c'est obligatoire. Les 3 jours de carence dans la fonction publique a-t-elle été votée? Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un vote hein, pour augmenter le nombre de jours de carence dans la fonction publique. Je crois que ça relève du réglementaire ou alors de la loi sur le budget. Ce sera peut-être dans le budget. Alors, budget de la Sécu, c'est possible. Est-ce que tu as prévu d'inviter Charles de Courson dans Backseat? En plein débat budgétaire, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que ce serait bien qu'on reçoive Charles de Courson sur le plateau de Backseat parce que, mine de rien, il est rapporteur général du budget. Hein. C'est quand même le mec le plus important du Parlement, là, en cette période. Et c'est vrai que ça en ferait, je pense, un bon invité de Backseat. Ouais. Bah ouais, il pourrait nous apporter des éclaircissements sur plein de trucs. Si on travaille le lendemain, c'est chaud 4h du matin. Ça dépend. Si tu prévois d'arriver au bureau complètement décalqué, tu peux te coucher à 4h.
Euh, Au pire, s'il n'est pas dispo pour venir, on peut faire une visio avec Charles de Courson, ça devrait marcher. Euh, Faudrait l'interroger sur le vote RN. Ah bah ouais, ouais, ouais. Ah bah il y a des questions à lui poser à Charles de Courson. Moi j'ai eu du mal. La première question. Moi ma première question c'était la meilleure, hein. Première question à Charles de Courson. Bonjour Monsieur Charles de Courson. Bon entre nous, politiquement vous êtes où? Parce que c'est un peu compliqué quand même. Vous êtes de droite, vous êtes centriste, vous êtes conservateur, vous êtes quoi? Il m'a répondu je suis libre. D'accord, non mais d'accord, non mais d'accord, oui, bon d'accord. On n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux. Euh, Il a des idées conservateurs. Ah, il a des idées conservatrices. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais ça, il y a eu un misunderstanding, hein. Il y a eu un misunderstanding à un moment, en 2023, au moment où Charles de Courson a déposé une motion de censure contre la réforme des retraites. À ce moment-là, il y a des gens qui se sont dit que Charles de Courson était de gauche. Sauf que non. Non, 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 non. Ah bah non, bah non, bah non. Mais non, Charles de Courson, voilà, il est conservateur, il est très rigoureux sur les finances publiques, il est contre l'endettement, il est pour la réduction des déficits, il est pour la règle d'or, il l'a dit hier, il est pour la règle d'or. La règle d'or, je vous rappelle, c'est cette règle qui n'existe pas encore, mais que lui propose, qui interdirait l'État d'adopter des budgets en déficit. Ou avec un déficit minimum qu'on fixe dans la Constitution ou dans la loi, machin. Voilà, donc Charles de Courson n'est pas un homme de gauche. Mais il le vit très bien, lui, hein. Lui, ça va, hein. Lui, il dort très très bien le soir, hein. Sur ses deux oreilles, tout ça. Est-ce que les résultats des élections états-uniennes seront déjà sortis à 4 heures? On n'en sait rien et on ne peut pas le prévoir. Si on s'en tient aux précédentes élections présidentielles américaines, il y avait toujours les résultats entre 2h30 et 3h30. Voilà. Là, on se doute que les résultats vont être serrés et contestés, notamment par le camp Trump. Donc, il est possible qu'on n'ait pas les résultats avant plusieurs jours. C'est possible. C'est une possibilité. J'ai l'impression que le chat l'a appris hier qu'il était de droite. Non, mais ça c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il y a toujours des gens dans le chat qui sont surpris quand ils entendent des trucs qui ne vont pas dans leur sens. C'est normal, ça a toujours été le cas, c'est pas grave. Je veux dire, la plupart d'entre vous, vous le saviez que Charles de Courson c'était pas un mec de gauche. Enfin, c'est pas une surprise, hein. Est-ce que c'est un gros mot d'être de droite ici? Non, absolument pas. C'est pas du tout un gros mot d'être de droite. La majeure partie de la population française est de droite. Pas un gros mot. Il y a des personnes pour qui ça peut l'être, mais ça c'est leur problème, c'est pas le tien. Si Trump est populiste, pourquoi certains disent qu'il est fasciste? Parce que les deux sont pas incompatibles. Charles de Courson qui entame son entrée en faisant une comparaison avec les bœufs castrés. C'était légendaire ce moment. Vraiment, moi, en plateau, j'étais en mode ah ouais, on est d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Comment il a articulé le truc? Il a dit est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bœuf? Je dis quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bœuf? Un bœuf, c'est un taureau castré. Moi, je ne suis pas un bœuf. Sous-entendu, j'ai encore mes grosses couillasses, quoi. Non mais, non, mais attends. Oula, Charles de Courson. Qu'est-ce que quoi? C'est quoi? On est où, là, niveau rhétorique? C'est quoi le...
Il y a une super série de Thomas Legrand qui vient de sortir sur le fascisme dans Enquête de politique. Ah, trop bien, il faut que je l'écoute. Il faut que je l'écoute, c'est le dernier épisode d'Enquête de politique sur le fascisme. Et ben, il faut que je l'écoute, c'est mon podcast préféré. L'émission de Thomas Legrand. Un bœuf, il a perdu ses attributs et il en est fier. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Un bœuf, il a perdu ses attributs et il en est fier. Et moi, je suis pas un bœuf. C'est- ça doit être le truc le plus, je sais pas, le plus beauf qu'on ait jamais entendu sur le plateau de Backseat. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit Charles de Courson qui dégaine un truc pareil. C'était très bizarre. Il faut traduire par une majorité perd sa liberté de vote et moi je suis libre. Ah ouais, sur le côté, moi je ne suis dans aucun groupe. Moi je suis au-dessus de ça. Non mais il y a un peu de ça chez Charles de Courson, hein. Il y a un petit côté, je suis au-dessus de ça, moi. Les groupes politiques et les partis politiques, quelle vulgarité. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces ramassis de personnes qui obéissent? Moi je suis libre, je vote ce que je veux. Oui, si tu veux. Hmm. Fallait lui demander quel animal il était du coup. T'as raison, j'aurais dû. En cas d'élection à la proportionnelle, Charles de Courson se mettra sur quelle liste? C'est la question que je lui ai posée. Tu te souviens? Je lui ai demandé exactement ta question. Je lui ai dit, mais attendez, Charles de Courson, s'il y a une proportionnelle, vous allez vous présenter comment? Parce qu'il y aura des listes. Du coup, il faudra choisir une liste. Donc un parti. Et il m'a répondu, non, il n'y aura pas de proportionnelle dans mon département. Parce que son département est un département peu peuplé. Donc on devrait y faire une élection au scrutin majoritaire. Voilà. Hmm. Quand est-ce que sort le replay sur YouTube? Je n'ai pas pu être là hier. Alors, le replay est d'ores et déjà disponible en intégralité pour toutes les personnes qui soutiennent Backseat. Je vous rappelle, vous pouvez aller sur KissKissBankBank et vous avez accès dès le lendemain de la diffusion de l'émission à l'intégralité de l'émission en replay, gratuitement évidemment. Donc n'hésite pas à aller sur la page KissKissBankBank et à apporter ton soutien à l'émission. Sinon, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne Twitch. Tu auras donc accès au replay de toutes mes émissions des 2 derniers mois. Sinon, à défaut, tu devras attendre dimanche prochain. Voilà. Hmm. En revanche, l'idée de Yael Braun-Pivet de faire une proportionnelle par grand département, ça rend une répartition un peu injuste, non? En favorisant Paris et l'Île-de-France principalement et les 4 grandes villes de France. Mais pourquoi ça les favoriserait? En quoi ça favorise un département d'avoir une proportionnelle? On élit le même nombre de députés par département, ça change pas, hein. Il y a toujours autant de députés dans le pays et il y a toujours autant de députés par département. C'est juste que la méthode de sélection des députés change en fonction de la quantité de population du département. Mais c'est pas injuste. Enfin, voilà, il y aura toujours autant de députés. Merci à la personne anonyme qui offre un sub, c'est très gentil. Merci Louis également, merci Paruline, merci Kramer, merci Jolem, merci Kurnous pour vos abonnements, merci. Euh, C'est surtout une méthode anti-gauche qui est plus forte dans les villes. Mais pas du tout. Pourquoi ce serait anti... Pourquoi ce serait anti quoi que ce soit? On élit le même nombre de députés. Si la gauche est forte dans les villes, alors elle va gagner les députés dans les villes. Ça ne change pas. Pourquoi pas une proportionnelle complète?
genre à la Weimar. Bah, la proportionnelle intégrale, le problème, c'est qu'il n'y a pas de représentation territoriale. C'est-à-dire que tu te retrouves à avoir que des Parisiens à l'Assemblée nationale, quoi. C'est un choix après, hein. Vous pouvez le souhaiter. Mais bon, il y a pas mal de départements qui vont s'estimer lésés, quoi. Et on peut les comprendre. Faudrait désigner les députés sur leur connaissance des animaux de ferme, castrés ou non. C'est marrant. Ces explications sur le budget étaient assez techniques, une partie du chat était aux fraises. Ouais, je sais, je sais. Ça, je suis désolé les copains, on peut pas faire plus simple, hein. Le budget, c'est technique. Le budget, c'est technique, prévision de croissance, prévision de déficit, déficit réalisé et constaté, calcul des taux, etc. Ouais, je suis désolé, là, c'est... Ouais, 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 ouais. Du coup, dans un département peuplé où la gauche fait 55% aujourd'hui, elle prend tous les sièges. Non, ça dépend des circonscriptions. Elle gagne pas tous les sièges dans toutes les circonscriptions du département. Mais en proportionnel, si elle fait 55%, ils auront la moitié des sièges. Ouais, les sièges du département. Salut Jean, il y a des backseats de prévus hors de Paris cette année. Ouais, il y en a qui sont prévus, je vous les annonce bientôt. On est en train de bosser dessus. Jean Massier, tu ressembles de plus en plus à Karl Marx. Je sais pas depuis combien de temps t'as pas vu Karl Marx, toi. Ouais, 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 ouais. Euh, La proportionnelle par département, ce n'est pas génial. Ça veut dire que si on vient d'un petit département, on n'aura aucune diversité dans la représentation, contrairement aux gros départements qui pourront laisser de la place aux petits partis. Si on fait une proportionnelle par département, on ne fera pas de proportionnelle dans tous les départements. On ne fera de proportionnelle que dans les départements qui ont un minimum, un seuil de députés. Dans les départements les moins peuplés, les plus petits, on continuera à élire les députés au scrutin majoritaire. D'accord? Je sais que c'est pas clair pour vous, je le vois bien. Je m'en rends bien compte. C'est un truc qui a jamais vraiment existé. C'est un peu. Voilà. Et en plus, il faut encore qu'on ait la discussion sur le projet de loi, hein. Comment on fixe la limite à ce nombre du nombre de députés? Eh ben, c'est un choix, c'est une décision qu'on prend. Là, par exemple, le NFP gagne 100% des circos du 93. Avec une proportionnelle, c'est pas possible de faire 100%. Non, mais le NFP gagnera des députés dans des départements dans lesquels aujourd'hui il n'en gagne pas. Ça compensera largement les pertes dans le 93. Et puis en plus, c'est marrant ton exemple parce que on est d'accord que c'est faux de dire que 100% des habitants du 93 sont de gauche. C'est faux. Donc ces gens-là, qui ne sont pas de gauche et qui habitent dans le 93, ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. C'est ça le problème du scrutin majoritaire. Il y a des voix qui se perdent. Il y a des voix qui ne sont pas représentées. Et bien avec un scrutin proportionnel, tu corriges ça. Les personnes pas de gauche du 93 seront représentées par au moins un député. Le RN sortirait encore plus en tête à la proportionnelle. Bah non.
Bah non. Ils auraient à peu près le même nombre de députés. Hmm. Après, on peut faire un scrutin proportionnel avec un second tour pour déterminer le vainqueur de la prime majoritaire, comme pour les municipales ou les régionales. Si on décide de mettre en place une prime majoritaire, oui. Si on décide de ça. On peut, hein. On peut mettre en place une prime majoritaire comme le demande Marine Le Pen. Euh... Du coup, il s'est passé quoi pour les retraites? Il s'est passé que la présidente de l'Assemblée nationale a activé l'article 40, rendant impossible la discussion sur la proposition de loi du Rassemblement national d'abroger la réforme des retraites. C'est un truc fasciste, la prime majoritaire, surtout pour ceux qui veulent la mettre à 30%, c'est absurde. Putain la vache. Eh les gars, faut doser, sérieux. Faut doser. La prime majoritaire, c'est un truc que la gauche adore. C'est pas un truc fasciste. Oh là là. Les bouillons de cubes, c'est fasciste. La prime majoritaire, c'est un truc qu'on a inventé pour les élections régionales pour garantir des majorités stables. Toutes les régions de France dirigées par la gauche sont très heureuses d'avoir une prime majoritaire. Le jour où vous ferez 33% des voix, vous adorerez la prime majoritaire. C'est juste contextuel. Ça t'énerve parce que c'est Marine Le Pen qui le propose. Et pourquoi c'est Marine Le Pen qui le propose? Parce que Marine Le Pen, elle est sûre d'arriver en tête dans une élection proportionnelle puisqu'elle vient de le faire aux élections européennes. Euh... C'est donc la fin du barrage républicain, enfin ce qui va en rester après les dernières élections. Non, ce n'est pas la fin du barrage républicain, d'une part parce que le barrage républicain existera toujours dans les circonscriptions dans lesquelles on continuera à élire des députés au scrutin majoritaire, et d'autre part parce que si on fait un scrutin proportionnel à 2 tours, on peut toujours faire des barrages au second tour. On peut toujours faire des barrages au second tour avec un système de maintien de liste, de fusion de liste, etc. Le barrage républicain existe toujours. C'est quoi la prime majoritaire? La prime majoritaire, c'est le fait que quand on calcule le nombre de sièges dans un conseil régional, on accorde automatiquement 25% des sièges à la liste qui est arrivée en tête de l'élection, au second tour. Ce qu'on appelle la prime majoritaire. Quand tu arrives en tête, tu gagnes une prime de sièges équivalent à 25% du nombre total de sièges. C'est un bon boost. C'est un bon gros boost. Comment ça fonctionne une élection proportionnelle à 2 tours? Bah, il y a plusieurs modalités possibles. Si on regarde les élections régionales, par exemple, peuvent se maintenir au second tour de l'élection seulement les listes qui ont fait un minimum de voix au premier tour. Donc on met un seuil, genre à 10%, tu vois, un truc comme ça. Les listes qui font moins de 10% peuvent pas se maintenir au second tour. Par contre, ils peuvent fusionner, ça ils ont le droit. Ils ont le droit de rejoindre une autre liste qui, elle, a fait plus de 10%, ce qui permet de faire des accords de coalition et d'arriver plus unis au second tour qu'au premier. Et donc on organise un deuxième tour de scrutin avec uniquement les listes qui ont réuni le plus de voix au premier tour. Et ben on répartit les sièges à la proportion de ces listes-là. Et en l'occurrence, il y a une prime majoritaire aux élections
régional, mais c'est pas obligatoire. C'est quoi l'article 40 et pourquoi Yael Braun-Pivet l'a utilisé? L'article 40 de la Constitution est un article qui limite le droit d'amendement et le droit de proposition de loi des députés en ce qu'il leur interdit de s'adonner à de la démagogie budgétaire. L'article 40 de la Constitution interdit aux députés de déposer des amendements ou de déposer des propositions de loi qui auraient pour conséquence d'augmenter la dépense publique ou de réduire les rentrées d'argent. Réduire les recettes ou augmenter les dépenses. Vous n'avez pas le droit, quand vous êtes député, de proposer un amendement disant « Je propose d'augmenter, de multiplier par 2 le salaire de tous les fonctionnaires de France. C'est ma proposition. » Ça s'appelle de la démagogie. Vous n'avez pas le droit, quand vous êtes député, de déposer une proposition de loi disant « Je divise par 2 la TVA. » Voilà, allez hop. Pouvoir d'achat, division par 2 de la TVA. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous avez l'obligation, comme on dit, de gager. C'est-à-dire que dans votre proposition, vous devez justifier de comment vous trouvez les ressources pour financer votre proposition. Ça vous oblige à de l'honnêteté en disant « Je propose de multiplier par 2 le salaire des fonctionnaires et je propose de financer les dizaines de milliards d'euros que ça représente avec, je sais pas, une nouvelle taxe, par exemple. » Voilà. C'est ça l'article 40. Comment les macronistes ont-ils fait pour faire tomber l'ISF? Parce que l'article 40 ne s'applique que pour les parlementaires, pas pour le gouvernement. Le gouvernement, lui, il a le droit d'engager sa responsabilité sur des augmentations de dépenses ou des réductions de recettes. Le truc, c'est que l'article 40, donc, il est très utile à l'Assemblée nationale pour limiter le droit d'amendement. La personne qui fait l'examen de la recevabilité des amendements, c'est soit le président de la commission des finances, qui a un rôle d'examiner, article 40, comme on dit, les amendements qui sont déposés, et de juger recevables ou pas ces amendements. Et l'autre personne qui peut le faire, c'est la présidente ou le président de la séance publique, quand la discussion est en séance publique. Or, une niche parlementaire, c'est une séance publique. Et qui est-ce qui présidait la séance publique? C'était Yael Braun-Pivet. Yael Braun-Pivet qui a déclaré qu'elle jugeait irrecevable la proposition d'abrogation de la réforme des retraites par le Rassemblement national, considérant que cette proposition de loi entraînait près de 25 milliards d'euros d'augmentation de dépenses pour l'État, et que c'était donc irrecevable au titre de l'article 40. Ce que je vous expliquais hier dans Backseat, c'est que le problème qu'on a avec l'article 40, c'est que si on en a une interprétation extensive, on empêche les députés de proposer des lois. Pratiquement toutes les lois engagent des dépenses, toutes. C'est normal. Faire de la politique, c'est dépenser. Gouverner, c'est dépenser, comme disait je ne sais plus quel économiste. Du coup, il y a historiquement à l'Assemblée nationale un deal tacite qui a été qui a été en vigueur pendant des dizaines d'années. Le deal, c'était que on n'utilise pas l'article 40 sur les propositions de loi des groupes minoritaires. Parce que sinon, on empêche toute forme de proposition de loi alternative à celle de la majorité et du gouvernement. Et du coup, la diversité parlementaire sert à rien. Donc les députés qui déposent dans des niches parlementaires... Déjà, on a créé les niches pour protéger les groupes minoritaires et leur permettre de défendre leurs propositions de loi. Si en plus de ça, on met un couperet à l'entrée en disant attention, vos propositions de loi, il ne faut surtout pas qu'il y ait de nouvelles dépenses, bah, en fait, on empêche les groupes minoritaires de défendre quoi que ce soit. Ajoutez à ça le fait majoritaire, qui fait que je vous rappelle que historiquement, les groupes minoritaires sont minoritaires par définition, donc n'ont pas la majorité à l'Assemblée. Donc les groupes minoritaires, on les laisse défendre leurs lois. Même si c'est des lois un peu démago, même si c'est des lois qui engagent des dépenses ou des diminutions de recettes, on n'utilise pas l'article 40. On les laisse défendre leurs lois. De toute façon, c'est des lois qui ne seront pas votées. On le sait qu'elles ne seront pas votées. Tout le monde le sait qu'elles ne seront pas votées. C'est pas pour rien que c'est des groupes minoritaires. Un groupe minoritaire, il ne peut pas faire adopter sa loi. Seulement, le fait majoritaire, il a existé entre 1958 et 2022.
Et aujourd'hui, on est dans une situation un peu bizarre où l'Assemblée nationale est, comme vous le savez, tripolarisée entre un bloc de gauche, un bloc central et un bloc d'extrême droite, qui ne sont d'accord sur rien et qui sont prêts à potentiellement faire passer des lois minoritaires contre un gouvernement qui est lui-même minoritaire. Voilà pourquoi Yael Braun-Pivet a rompu la tradition en utilisant l'article 40 sur une proposition de loi du RN. Et moi, ce que je vous disais hier sur le plateau de Backseat, c'est que je ne vois pas pourquoi Yael Braun-Pivet n'utiliserait pas à nouveau l'article 40 dans un mois, lorsque ce sera au tour de la France Insoumise de défendre l'abrogation de la réforme des retraites. On verra. Normalement, LFI va accompagner du financement sa proposition. On verra, mais le RN aussi, il avait gagé sa proposition. Hein. Donc, un bloc de gauche, un bloc de droite et un bloc d'extrême droite plutôt. Si tu veux. Ça a l'air de te tenir à cœur, donc tu peux le garder si tu veux. Elle ne l'avait pas déjà fait lors d'une niche de la précédente mandature. Si, je crois. Si les amendements sont en commission, la présidente ne peut rien faire, pas besoin de les redéposer en séance. Oui, mais s'ils sont adoptés en commission, et s'ils sont pas adoptés à la commission, tu fais comment? Évidemment que tu les adoptes en séance. Tu crois que la France Insoumise, ils vont réussir à faire adopter en commission leurs propositions? Non. Proposition de la France Insoumise va se faire dépouiller en commission. La France Insoumise va déposer des amendements de rétablissement en séance publique, et ces amendements de rétablissement vont être censurés article 40. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Je ne vois pas pourquoi Yael Braun-Pivet ferait différemment les choses entre la France Insoumise et le RN. Donc on verra. Le Conseil constitutionnel ne peut rien dire sur l'application de l'article 40. S'il y a un contrôle par le Conseil constit, enfin en même temps c'est un peu complexe parce que le Conseil constit est silencieux sur, au nom de la libre administration des chambres. Donc il peut juger de la constitutionnalité du règlement de l'Assemblée, mais sur son usage précis, je suis pas sûr que le Conseil constit puisse se prononcer. C'est vraiment interne à l'Assemblée. Moi, je l'ai trouvé top, cette intervention de Courson dans Backseat. Ouais, c'était chouette. Je suis content que Charles de Courson ait accepté notre invitation. Du coup, le RN continue à supporter le gouvernement ou à faire semblant d'être dans l'opposition. Le RN ne soutient pas le gouvernement. Il ne vote pas la censure. Mais du reste, sur les amendements et sur les propositions, le RN ne soutient pas le gouvernement. La preuve, ils viennent de proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Pourquoi Backseat s'appelle comme ça? C'est le chat qui a décidé. C'est vous, c'est votre faute. C'est une décision souveraine du chat. Quand on a créé l'émission. Est-ce qu'il y avait une chance qu'elle passe cette abrogation de la réforme des retraites, qu'importe le parti qui la propose, parce que ça ressemble à un coup de com', rien de plus? Si, il y avait une chance qu'elle soit adoptée, l'abrogation de la réforme des retraites. Celle du RN, probablement pas, parce qu'une bonne partie des députés de gauche ne voulaient pas voter un texte du RN. Par contre, l'abrogation de la gauche, elle, sera votée par le RN si on s'en tient aux annonces faites par le RN. Ceci étant, une fois que la réforme est effectivement, si l'abrogation venait à être adoptée à l'Assemblée nationale, je vous rappelle que le texte doit ensuite être examiné au Sénat. Il faut que le Sénat décide d'inscrire à son ordre du jour une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Tout ça pour la rejeter. À mon avis, les sénateurs, ils ont mieux à foutre.
Donc, donc en fait, cette abrogation de la réforme des retraites ne serait qu'une victoire parlementaire, mais elle ne s'appliquerait pas. Cet article 40, c'est un pouvoir de présidence de l'Assemblée ou du bureau de l'Assemblée nationale. L'article 40, c'est un article de la Constitution et la recevabilité des amendements et des propositions de loi est faite, enfin surtout des amendements en réalité. La recevabilité article 40 des amendements est contrôlée par le président de la Commission des finances pour les amendements déposés en Commission des finances et par la présidente de séance pour les amendements déposés en séance. Il se trouve que hier, la présidente de séance, c'était Yael Braun-Pivet. L'Assemblée nationale ne prend pas le dessus sur le Sénat du fait du scrutin direct. Si, tu as parfaitement raison. Ah non, c'était Mouchou, Naïma Mouchou, hier, qui présidait. Alors pourquoi c'est Yael Braun-Pivet qui a annoncé l'utilisation de l'article 40? Parce que pour moi, l'article 40, la recevabilité article 40, c'est pour la présidence de séance. Ce qui rend intéressant d'avoir des vice-présidents. La recevabilité financière, des propositions d'amendement. C'est l'article 89, oui, ça d'accord, les amendements. En séance, au terme de l'article 89, machin, du règlement national, le président de l'Assemblée est tenu de refuser le dépôt d'un amendement en séance s'il apparaît que de son adoption aurait pour effet la diminution des ressources publiques, machin, etc. Ok, et ben je me suis trompé. C'est le président de l'Assemblée qui a la recevabilité, qui juge de la recevabilité des amendements en séance. C'est pas le président de séance. Donc c'est bel et bien un pouvoir propre de Yael Braun-Pivet. C'est ouf ça. Est-ce que l'article 40 peut être utilisé a posteriori dès l'examen de la proposition de loi? Non. C'est un contrôle a priori, la recevabilité. Seuls sont discutés les amendements recevables. J'ai pas compris, on est obligé d'avoir l'accord du Sénat pour faire passer une loi ou pas? Non. En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui arrive rarement, mais ce qui peut arriver, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot. Il y a quelques exceptions à ça pour certains types de lois un peu spécifiques. Très rares, donc c'est pas trop la peine. Mais la plupart du temps, le principe, c'est le dernier mot est à l'Assemblée nationale qui peut imposer sa volonté au Sénat. C'est quand même dommage cette utilisation de l'article 40 par Yael Braun-Pivet. Bah, comme d'habitude, c'est contextuel. Hein. Ça dépend de ce que vous pensez et de la présidente de l'Assemblée nationale et de la proposition de loi qui a été jugée irrecevable. Dans quel cas est réunie une CMP? Une CMP, c'est une commission mixte paritaire. C'est une réunion de négociation entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour tenter une dernière fois de les mettre d'accord. Voilà. Donc ça se réunit soit en procédure accélérée après un examen par chambre, soit en procédure normale après 2 examens par chambre. Si le Sénat décide de ne pas examiner le texte, ça reste dans les limbes. Ouais. Il faut que le texte soit inscrit à l'ordre du jour. Donc soit par le Sénat, les instances dirigeantes du Sénat dans le cadre de l'agenda qu'ils maîtrisent, soit par le gouvernement dans le cadre des semaines du gouvernement, soit par un groupe minoritaire du Sénat dans le cadre de sa niche parlementaire sénatoriale. Il semblerait que le groupe socialiste au Sénat ait annoncé qu'il déposerait dans sa niche parlementaire la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites au Sénat, qui a
zéro chance d'aboutir. Mais bon, pour la forme, ils vont quand même le faire. Ce que je vois surtout, c'est que le gouvernement fait tout pour empêcher les avancées sociales. Je trouve ça complètement aberrant. Le gouvernement n'est-il pas censé défendre l'intérêt de la nation? Si, mais la notion d'intérêt de la nation, intérêt général, est une notion soumise à débat et à discussion. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est que l'intérêt de la nation. Voilà. Le gouvernement défend l'intérêt général en ce qu'il estime que l'intérêt général revêt une nécessité de maîtriser les dépenses publiques. Il y a des députés dans l'hémicycle qui ne sont pas d'accord avec cette vision de l'intérêt général, qui considèrent qu'il faut mener une politique d'investissement public, de dépenses publiques, quitte à augmenter les déficits et à augmenter l'endettement. Et puis il y a d'autres députés dans l'hémicycle qui ne sont pas d'accord avec cette manière de voir les choses et qui disent non, 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 ce n'est dans l'intérêt de personne d'augmenter la dette et les déficits. Ça permet un vote du Sénat et que la haine ait le dernier mot sur la réforme des retraites. Dans le cadre du cheminement d'une proposition de loi comme celle-là, je crois qu'il faut 2 lectures par chambre. Hein, donc il faut que l'Assemblée nationale réexamine l'abrogation de la réforme des retraites, la vote à nouveau, que ça reparte au Sénat, que le Sénat l'abroge à nouveau. Et qu'à la fin, il y ait une CMP non conclusive pour qu'enfin l'Assemblée nationale ait le dernier mot. Et encore, j'ai un doute parce que de mémoire, c'est le gouvernement qui doit saisir l'Assemblée nationale. Pour la dernière lecture. Il bouge pas beaucoup le chat. Mais si, il pense à vous. C'est à la demande du gouvernement. Mais oui, c'est ça, c'est la demande du gouvernement qui doit convoquer en gros l'Assemblée. Enfin, saisir l'Assemblée du texte en cas de CMP non conclusive. Tout ce processus cancéreux peut prendre du temps. Alors si on peut éviter de discriminer les personnes atteintes du cancer, ce serait mieux. Je vous rappelle que je fais une émission spéciale sur le cancer et la recherche médicale le 6 novembre prochain à 16h. Venez, ça va être intéressant. Et oui, de toutes les manières, tu peux pas aller contre la volonté, en principe, de la majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'encore une fois, on vit des moments étranges de notre vie parlementaire où les processus n'ont pas été pensés pour ce type d'assemblée-là. Par conséquent, ça démontre que le gouvernement n'a pas les mêmes intérêts que ceux de la nation, c'est paradoxal. Non. Tu es en désaccord avec le gouvernement sur ce que sont les intérêts de la nation. Tu n'as pas raison. Le gouvernement n'a pas raison. Tu n'as pas tort. Le gouvernement n'a pas tort. Vous avez des points de vue qui sont différents. C'est d'ailleurs dommage que tu fasses pas d'émission sur les élections américaines. Ne trouves-tu pas qu'il est honteux que les députés soient des députés au service des partis, en opposition à leur mission de base, servir la République? Alors, les députés n'ont pas mission de servir la République. Déjà, pas du tout. Les députés sont des personnes qui ont reçu un mandat du peuple pour exercer leur pouvoir dans le cadre du débat parlementaire.
Les députés ne sont pas au service de la République. Ils ne sont pas non plus au service de l'intérêt général, ils ne sont pas fonctionnaires, les députés, ce sont des élus. D'autre part, les députés ne sont pas au service des partis, comme tu dis. Les partis politiques ne sont pas des léviathans qui surplombent la vie politique et qui distribuent des consignes et des baffes aux députés qui obéiraient ou désobéiraient à des consignes dirigées par je sais pas qui. Les députés sont le parti. Ils font le parti, ils déterminent le parti, ils dirigent le parti, ils débattent et délibèrent collectivement de leur mission commune. Les députés travaillent en groupe. Mais le groupe, c'est pas un truc qui a autorité sur les députés. Ce sont des formations collectives de travail. Et les députés ne défendent pas des positions différentes de celles du parti, puisqu'ils la font, la position du parti. C'est eux qui la déterminent, la position du parti. C'est même plutôt le parti qui est au service des députés. Ils distribuent pas des éléments de langage qui peuvent parfois s'imposer aux députés. Ah non, mais attendez, les députés sont jamais obligés de lire un élément de langage avec lequel ils sont pas d'accord. Hein. Si le député fournit du matos avec des notes, avec des réflexions, avec des lectures, avec des éléments de langage, etc., les députés, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Le député, il peut tout à fait regarder le truc et faire qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais non, mais pas du tout, je vais pas dire ça. Vas-y, ça dégage. Les députés sont maîtres. Hein. Les députés ne sont pas des perroquets qui répètent les consignes d'un autre. Non, c'est pas le genre. Les députés sont censés représenter tous les citoyens et pas seulement ceux qui l'ont élu, me semble-t-il. Absolument, les députés ne sont pas des élus locaux, les députés ne représentent pas leur circonscription et seulement leur circonscription. Les députés sont tous des députés de la nation, mais ils appliquent ce caractère collectif, le caractère national de leur mandat se retrouve dans le collectif des députés. Un député à lui tout seul n'est pas un représentant de l'ensemble de la nation. Par contre, les 577 députés ensemble, eux, sont dépositaires de la souveraineté nationale et représentent la nation. Donc rassurez-vous, un député, il doit défendre ses opinions à lui. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit, quand vous êtes député, de défendre des opinions qui sont les vôtres, sur lesquelles vous avez été élu d'ailleurs. Charles de Courson est très favorable à la proportionnelle, on est bien parti pour que ça arrive. Malgré tout le respect que j'ai pour Charles de Courson, c'est pas lui qui va déterminer ça. Hein. Charles de Courson, c'est un député isolé au sein d'un groupe de 20 députés. Hein. C'est plutôt le RN et le Front Populaire qui vont déterminer la proportionnelle. T'as bien raison, t'as bien compris ma position, en effet. En fait, je n'arrive pas à concevoir que cette politique antisociale soit celle que souhaite la majorité des Français. Lutte des classes inside, probablement. C'est difficile de ne pas être ulcéré par le gouvernement en ce moment quand on est dans ma position. Tu l'auras bien compris. Ah, mais je l'ai très très bien compris, effectivement. Et tu auras très bien compris que la lutte des classes dont tu parles est minoritaire dans le pays. Oui, oui, ça c'est sûr.
La proportionnelle, c'est un cadeau au RN. Ça dépend de qui la remporte, la proportionnelle. La proportionnelle, c'est un type d'élection, hein. Vous savez, c'est pas un truc immédiatement favorable, plutôt à un camp, plutôt à un autre, hein. Si la proportionnelle, elle est remportée par la gauche, bah la gauche, elle sera bien contente. Enfin voilà, tu vois, c'est pour... Le groupe au pouvoir, il est d'accord pour une proportionnelle. Les macronistes ont déclaré qu'ils n'étaient pas fermés à l'idée d'une proportionnelle. Il semblerait, si on regarde le paysage parlementaire, que le seul groupe qui soit opposé à une proportionnelle, ce soit les Républicains. Pour des raisons historiques, hein, c'est des gaullistes, les mecs. Donc évidemment que les Républicains sont pour un scrutin majoritaire. Ils l'ont toujours été, ils n'aiment pas la proportionnelle. Donc, oui, il y a de fortes chances que la proportionnelle passe. Après, ça dépend quel type de proportionnelle. Je pense qu'ils vont pas tous être d'accord sur le même type de proportionnelle. La gauche va défendre une certaine conception de la proportionnelle, la droite une certaine autre, les macronistes encore une autre, et il va falloir qu'ils trouvent un compromis. C'est étrange que tout le monde la veuille parce qu'il y aura forcément des perdants. C'est qui les perdants? Les petits partis? Mais les petits partis, ils sont déjà perdants dans le scrutin majoritaire, hein. Le RN voudra une proportionnelle à un tour. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai pas lu exactement le contenu précis de ce que propose le RN. Je suppose que le RN va proposer une proportionnelle intégrale à un tour avec prime majoritaire. C'est dans l'intérêt de Marine Le Pen. Vas-y, let's go. Je pense que la gauche va proposer une proportionnelle par département ou par région, avec une proportionnelle à 2 tours avec fusion de liste. Et je pense que les macronistes vont proposer une proportionnelle dans les départements les plus peuplés, avec maintien du scrutin majoritaire dans les territoires ruraux les moins peuplés. Bon, bah, va falloir trouver un accord. Historiquement, pourquoi le scrutin des élections n'était-il pas la proportionnelle? Parce que De Gaulle détestait la proportionnelle. Les gaullistes détestent la proportionnelle. La proportionnelle, c'est le régime des partis. S'il y a bien un truc que vomissent les gaullistes, c'est les partis. C'est le régime des partis, comme De Gaulle appelait la 4ème République. Cette espèce de cloaque de connards, là, à Paris, qui négocient entre eux des alliances dans les couloirs pour faire des gouvernements qui, en fait, peuvent pas se piffrer, machin. Le régime des partis, c'est ce que détestait De Gaulle. Et il a fondé la 5ème République autour du scrutin majoritaire. En disant, c'est terminé ces histoires-là. Les députés vont être élus dans les circonscriptions au scrutin majoritaire. Il n'y a pas meilleure légitimité que l'élection personnelle. Voilà. Je trouve ça dommage, avec la proportionnelle, on peut se retrouver avec aucun député représentant les dom-tom ou la Corse. Bah justement, d'où l'intérêt de faire une proportionnelle par circonscription. Par département, par exemple. Si tu fais une proportionnelle par département, bah, il y aura toujours des Corses, il y aura toujours des Martiniquais, il y aura toujours des Guyanais et des Réunionnais. C'est pas ce qui est déjà en train de se passer, pourtant, le régime des partis. Bah si, c'est le paradoxe de cette 5ème République qui est en train de redevenir partidaire. Là, depuis 2024. Je vous rappelle qu'on a 11 groupes de députés à l'Assemblée nationale, c'est du jamais vu. 11 groupes, c'est énorme.
Donc on vit un paradoxe, hein. On a une Assemblée nationale éclatée entre 11 groupes différents qui est le fruit d'un scrutin majoritaire par circonscription, montrant que montrant que le scrutin majoritaire n'est plus la solution euh, à la division des partis à l'Assemblée. Je croyais que les députés n'étaient pas des députés au service des partis. Toujours pas. Non, non, toujours pas. Personne ne l'a dit. Je sais pas où tu l'as entendu. La cinquième a-t-elle déjà été bloquée comme c'est le cas avec un gouvernement difficilement trouvable? Non. Non, non, non. La cinquième République est une république qui a été pensée pour la stabilité gouvernementale, avec le principe du fait majoritaire, avec l'autorité du chef de l'État également. La cinquième République a fonctionné pendant 80 ans sur un modèle carré. Enfin, je veux dire, tu fais l'histoire constitutionnelle de la cinquième, tu te rends compte qu'il y a toujours eu une majorité. Stable, gouvernementale. Une petite exception en 1988, mais c'était une autre époque, c'était bizarre. Et il a fallu attendre 2022 pour qu'on ait un gouvernement minoritaire. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République. Et 2024, je vous en parle même pas, c'est encore pire. Enfin si, je vous en parle sur cette chaîne, abonnez-vous. Euh... Je lis ce que vous écrivez, hein, pardon, excusez-moi. Euh... Est-ce qu'une république n'est pas faite pour justement évoluer avec son temps et donc changer après une période plus ou moins longue? Ah si, 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 moi je suis d'accord, hein. Je pense que, notamment par exemple, il y a un truc qui n'existait pas en 1958. Objectivement, ça n'existait pas, personne n'y pensait. C'était la participation citoyenne. La Ve République a été pensée avec un cerveau de république démocratique parlementaire, avec scrutin représentatif. Les citoyens, ils servent à quoi? Les citoyens, ils servent à voter. Voilà. Leur rôle s'arrête là. Bon, ils peuvent manifester de temps en temps et faire des grèves, mais la définition institutionnelle et la conséquence institutionnelle, c'est le vote. Bon, et ben aujourd'hui, on est en 2024, et à peu près toute la population française est d'accord pour dire qu'il faudrait peut-être une démocratie un peu plus participative, plus implicative, plus délibérative, plus... Voilà, qui laisse une place aux citoyens dans le processus d'élaboration des règles. Bon, bah, ne serait-ce que ça justifie, je pense, qu'on réfléchisse effectivement à des institutions nouvelles qui laissent cette place-là. Les dynamiques de professionnalisation de la vie politique rendent très complexe le fait d'aller contre le parti, au risque de perdre un soutien logistique et financier en vue d'une réélection. Mais encore une fois, les députés n'ont pas d'allégeance au parti. Les députés n'ont pas d'obéissance au parti. Ça marche pas comme ça. Les députés, ils participent au parti. Ils le veulent bien. Ils sont d'accord avec le parti. Ils sont tellement d'accord avec le parti qu'ils sont engagés dans le parti. Un député qui veut aller contre son parti, il se casse, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est libre. T'as le droit de partir. Je sais pas, moi, c'est comme un croyant qui arrête de croire. Eh ben, c'est pas grave. Tu quittes l'église. Enfin, bon, bah voilà. Arrêtez de voir les partis comme des léviathans au-dessus des députés méchants, desquels les députés sont dépendants pour respirer, pour vivre et pour faire quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est les députés qui font et qui forment le groupe, le collectif, le parti, avec les militants, etc. Ils sont d'accord, ils sont volontaires, ils sont consentants, si tu veux. Un député qui veut quitter son parti, quitte son parti. Et évidemment, il n'aura plus le soutien de son parti. Ça, il le sait très bien, hein. Ciao, bye bye. Après, il y a des partis qui autorisent plus ou moins
de diversité en leur sein, hein, ça c'est sûr. Il y a des partis qui ont des minorités. Au sein du parti, il y a des gens minoritaires qui ne sont pas d'accord avec la direction du parti sur des points un peu particuliers, mais qui, dans l'ensemble, sont quand même favorables à rester dans le parti. Il y a des partis qui ont une démocratie interne, qui ont un cycle, qui ont une vie intellectuelle, une vie des idées, etc. Bien sûr, tout le monde n'est pas à 100% d'accord. Les députés ne sont pas des moutons, et heureusement, et les partis politiques ne sont pas toujours tous homogènes. Il y a d'autres partis qui, effectivement, sont plutôt lignards, dans le sens où il y a la ligne du parti, au sens de la ligne de la direction du parti, et t'as pas vraiment le choix d'être avec ou contre, hein, tu es forcément avec. Mais les députés qui sont dans ces partis-là le veulent bien. C'est leur choix, c'est leur décision, c'est leur volonté. Voilà. Ils savent qu'ils sont dans des partis dans lesquels, bon, bah, il n'y a pas de tendance, il y a la direction, il faut être d'accord avec la direction. Ça tombe bien, ils sont d'accord avec la direction. Bon, bah, voilà, pas de problème. Mais je comprends tes réflexions, hein. Je sais, tu es comme tous les Français, tu détestes les partis. Tout le monde déteste les partis. Les partis politiques en France, ça fait partie des trucs qui ont la moins bonne cote de popularité. Vraiment, les gens détestent les partis politiques, hein. Je sais très bien. C'est leur choix, mais s'ils partent, plus de salaire. Où est-ce que t'as vu ça? Qui t'a dit ça? Tu l'as lu où, ça? Que le salaire des députés dépendait de leur parti. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. L'indemnité que touche un député, elle est liée à son mandat, elle n'est pas liée à son groupe ou à son parti. C'est même plutôt le contraire, d'ailleurs. C'est même plutôt le contraire, parce que les députés participent au financement de leur parti via des cotisations spécifiques aux élus. Donc si un député se casse du groupe, le parti perd de l'argent. Donc c'est même un argument qui va à l'inverse de ce qu'on disait, de ce que tu disais tout à l'heure. Le parti a intérêt à garder ses députés. Si on considère que le parti est un organisme cynique, qui ne pense qu'à l'argent, si on imagine ça, alors le parti a plutôt intérêt à garder des députés, hein, parce que s'ils se barrent... Euh, Qui investit le candidat? Ça dépend des partis, mais dans la plupart des partis, le candidat, il s'investit lui-même, hein. Quand tu es un responsable politique dans ton département, que tu es incontesté parmi les militants, etc., a priori, c'est toi qui vas être investi par le parti, hein. Je dirais, on n'en discute pas beaucoup, hein. Et si tu es déjà élu dans la circonscription, bah, la logique veut que tu la gardes, la circo. Sauf si tu te fais purger. Mais ça, c'est encore une fois un délire dans certains partis dans lesquels il n'y a pas vraiment de vitalité démocratique en interne. Par choix et par stratégie d'ailleurs, hein. Il y a un fantasme incroyable sur les partis, c'est un truc de fou. Je suis d'accord avec toi, il y a vraiment des fantasmes sur les partis politiques. Il y a une méconnaissance et une détestation, hein. Encore une fois, je suis assez lucide là-dessus. Déjà, les gens n'aiment pas beaucoup la politique, mais alors les partis politiques... oh. Et je trouve ça dommage, parce que les partis politiques, c'est plutôt chouette, hein. Enfin, je veux dire, peu importe le parti, je m'en fous, c'est pas le sujet, mais un parti politique, c'est d'abord un réseau social, un endroit de sociabilité. Vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des gens avec qui vous êtes d'accord politiquement, ce qui est quand même plutôt sympa. Ces gens vont devenir vos amis, vous allez passer des bons moments. La vie militante est une vie heureuse, hein. Alors parfois c'est frustrant, parfois c'est épuisant, parfois c'est dégoûtant, etc. Bien sûr. Mais bon, dans l'absolu, si les gens ils restent des dizaines d'années dans des partis, c'est parce qu'ils y trouvent quelque chose, quoi. Moi, je suis adhérent des Verts. À chaque fois que je poste un commentaire, je dois faire approuver par le dirigeant de mon groupe régional. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. L'intérêt des partis, c'est de faire partie d'un collectif, de réfléchir collectivement et de mutualiser les moyens. Absolument. Ouais, ouais, exactement, c'est exactement ça.
Si on avait un parti unique, ça serait plus simple. Certainement. Certainement. Nous avons des problèmes que les Nord-Coréens n'ont pas. Je vous l'accorde complètement. Toute la discussion qu'on est en train d'avoir, je ne sais pas si on peut la traduire en nord-coréen, je suis pas sûr. Je crois même que les mots n'existent pas. On a un problème de riches, on a un problème de société développée, démocratique, basée sur un système représentatif. On se paye même le luxe d'avoir des débats sur qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la Constitution, vous vous rendez compte ? Si on n'a pas ce qu'on cherche, que faire si c'est considéré outrant de faire son propre militantisme? Ah, mais si tu veux pas rejoindre un parti, ne le rejoins pas, hein. Surtout pas. T'as le droit de militer seul dans ton coin, t'as le droit. Défendre tes idées, développer tes idées, tes arguments. T'as le droit de déposer ta candidature, je te le rappelle, hein, t'as le droit de déposer ta candidature à une élection, vas-y, hein, enfin je fonce. Si t'es tout seul, hors parti, hors organisation, association, syndicat, etc., tu as le poids qu'a un citoyen parmi 65 millions. C'est pas des masses, je vais pas te mentir, c'est pas des masses. La probabilité de chance que tu réussisses à faire bouger durablement les choses, à toi tout seul, est assez faible. Mais bon, qui sait. On peut aussi défendre des opinions pour la beauté de la défense des opinions, hein, c'est très bien. Par contre, se mettre collectivement avec d'autres personnes avec qui on partage les mêmes idées à peu près, pour collectivement se mettre en force dans les élections, pour collectivement déterminer des candidatures et remporter des scrutins et arriver à l'Assemblée, former un groupe et remporter les élections suivantes et puis un jour participer à un gouvernement, bon, là, tu as plus de chances effectivement de faire changer les choses. Ça prend du temps, c'est difficile, ça demande des concessions, ça demande des compromis, ça demande d'accepter de trouver des alliances, ça demande, ça, non, c'est demandant. C'est demandant. Faire changer les choses, c'est pas gratuit. C'est le à peu près qui gêne qui prend la décision finale du parti. Ça dépend des partis, il n'y a pas de règle. Les partis peuvent être organisés démocratiquement. Il y a des partis qui ont des élections en interne, on appelle ça des congrès parfois. Il y a des partis qui ont des instances dirigeantes, un conseil national par exemple, un bureau national, un bureau exécutif, un président. Et en fonction de plein de critères, ils élaborent des programmes politiques, des idées politiques, des machins. Voilà. Il y a d'autres partis, c'est plus simple, hein. Il y a des partis qui ont un leader charismatique, par exemple, c'est lui qui décide. Emmanuel Macron, bon, voilà, Emmanuel Macron, quand il a créé En Marche, il n'y avait pas beaucoup de réflexion sur le fait que c'était voilà, c'était son programme, c'était le sien pour devenir président de la République, etc. Bah, très bien. Il s'est pas trop emmerdé à faire des instances dirigeantes démocratiques dans le parti. Et il a raison, il n'y a pas besoin. Voilà. Euh, Donc tu vois, les partis, il y a des partis très différents, hein. Comment LFI choisit ses candidats, par exemple? Bah, déjà, LFI, ils font des accords de coalition avec d'autres partis de gauche. Donc LFI ne présente des candidats que dans certaines circonscriptions, pas dans toutes les circonscriptions du pays. Donc il y a certaines circonscriptions dans lesquelles LFI accepte de retirer ses candidatures pour soutenir la candidature d'un parti à côté. Et ensuite, dans ses propres circonscriptions, LFI désigne les candidats, c'est la direction du parti qui choisit. Les investitures ne se font pas au niveau régional. Regardez ce qui s'est passé au Parti socialiste, par exemple. François Hollande a déposé sa candidature dans le département de la Corrèze, soutenu par la Fédération locale des socialistes de Corrèze. Le secrétaire général du parti, le premier secrétaire du parti, pardon, Olivier Faure, n'était pas content de la candidature de François Hollande. Ben oui, mais c'est pas lui qui décide en fait.
C'est les socialistes du coin qui ont le droit d'apporter leur investiture à un candidat. Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'adhérer à un parti et voter à ses congés, à ses congrès, même si on n'est pas en accord avec les idées du parti? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans une église si on n'est pas chrétien et d'y passer des heures? Oui. Fais ce que tu veux. C'est un peu bizarre, mais tu fais vraiment, hein, t'as le droit. Si tu veux adhérer à un parti avec lequel tu es en désaccord pour voter à son congrès, vas-y. J'ai juste du mal à comprendre pourquoi tu le fais, mais si c'est ton truc, si c'est ton kink, je trouve ça très bizarre. Mais tu peux, hein. Pour espionner, y a rien à espionner, hein. Franchement, t'emmerdes pas à adhérer à un parti, lis juste les journaux, hein. Pour mettre la pagaille dans le camp d'en face, j'y ai jamais cru à ce truc-là. Vraiment, hein, j'y ai jamais cru. Vous imaginez la quantité de personnes qu'il faudrait avoir pour réussir à avoir un véritable impact en interne à un parti politique? Tu te rends compte du nombre de personnes qu'il faut pour faire de l'entrisme de manière efficace? Des gens qui acceptent de claquer du pognon pour adhérer à un parti qu'ils détestent de manière à le faire chambouler de l'intérêt. Non. Non. Les Lambertistes qui rigolent fort. Non mais voilà, tu vois, les Lambertistes qui ont intégré le PS pendant des années, ils ont jamais changé le PS, hein. Je veux dire, c'est les anciens Lambertistes qui sont devenus néolibéraux dans les années 80, c'est bon, on vous connaît les gars, hein. Ouais, ouais, ça va, ouais. Ouais, super l'entrisme, ouais. Porte quoi. Euh... Ouais, non, ça, vraiment, ça a toujours été de l'ordre du fantasme, hein, ces histoires-là. Mélenchon était lambertiste, il a finalement eu la peau du PS. Ah ouais, puis entre-temps, il a voté pour le traité de Maastricht. Et il a participé à un gouvernement qui a fait le plus grand nombre de privatisations de l'histoire. Dis donc, ce lambertisme est spectaculaire, hein. Puis en plus, quand vous dites qu'il a eu la peau du PS, Jean-Luc Mélenchon, comment dire? Voilà quoi. Le PS va de mieux en mieux. Et Mélenchon a fait alliance avec. On- Est-ce qu'on peut être adhérent à plusieurs partis différents en même temps? Ça dépend des partis. Il y a des partis qui autorisent la double affiliation, il y en a qui, au contraire, jugent que non. Ça dépend des partis. Ça dépend des partis. Euh... Éric Ciotti est sûrement lambertiste, accélérationniste. Oui, oui, oui. J'ai été plutôt désagréablement surpris par les poncifs de Charles de Courson hier concernant l'extrême droite et les étrangers. Est-ce que tu as été surpris par ses propos ou pas trop? Ah, pas du tout.
Pas du tout, c'est ce que je vous disais en début de ce stream. Il y a eu une mésentente, il y a eu une mécompréhension à un moment, une incompréhension. Charles de Courson a déposé une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'occasion de la réforme des retraites. Voilà. C'était en 2023. Il y a plein de gens, ils se sont dit, Charles de Courson, c'est un mec de gauche. Trop bien, il censure le gouvernement sur les retraites, c'est que c'est un mec de gauche. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Non, 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 non. Charles de Courson est un rigoriste conservateur de droite. Il y a pas, on l'a peut-être découvert hier, mais il a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu de surprise de ce point de vue-là. Voilà. Un rigoriste, c'est quoi? C'est qu'il est adepte de la rigueur budgétaire. Charles de Courson est un véritable pilier de la commission des finances de l'Assemblée nationale depuis longtemps maintenant. Charles de Courson est connu pour des positions. Lui, il veut lutter contre les déficits, il veut lutter contre la dette et l'endettement public. Il est favorable à la règle d'or, par exemple, qui interdirait l'État de faire des déficits. Voilà, Charles de Courson, il est pour une lecture budgétaire assez stricte. Et il est connu pour ça. Donc voilà, c'est tout. Je sais pas. Il est aussi connu pour être un grand parlementaire. Il défend les missions du Parlement. C'est la raison pour laquelle il a défendu une motion de censure contre la réforme des retraites à l'époque, parce qu'elle était engagée par 49.3 et qui jugeait que c'est absolument intolérable d'engager une telle réforme de notre régime de retraite sans le vote du Parlement. Mais Charles de Courson n'est pas opposé à la philosophie de la réforme des retraites. Il est opposé à la méthode, mais dans l'idée, travailler plus pour cotiser plus dans une population qui vieillit, Charles de Courson, il n'est pas fermé à l'idée de repousser l'âge légal de départ à la retraite. Donc encore une fois, Charles de Courson n'est pas un homme de gauche. Il ne l'a jamais été, il n'a jamais prétendu l'être, il ne souhaite pas l'être. Voilà. Il va très bien, Charles de Courson, il est dans son truc à lui. Il s'oppose à la gauche assez régulièrement sur plein de trucs. Il est plutôt proche des Républicains qu'autre chose de Courson. Non. Non, il a été adhérent de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. L'UDI, c'est les héritiers de l'UDF, c'est les héritiers de... Enfin, c'est pas les seuls héritiers de l'UDF, mais c'est les héritiers de Giscard. Ce sont des libéraux. Ce sont des libéraux européens, modernistes, plus ou moins conservateurs sur des questions de mœurs, mais plutôt moins que plus d'ailleurs. Voilà. Charles de Courson, il était à l'UDI. Est-ce que si le gouvernement utilise le 49.3 pour le PLF, il y a des chances que Charles de Courson dépose une motion de censure? Ça dépendra du 49.3, ça dépendra du moment où elle est déposée, ça dépendra du contenu du texte. Si effectivement, comme il l'a dit sur le plateau de Backseat hier, il s'attend à ce que le Sénat adopte sa version du budget et que le gouvernement engage sa responsabilité sur une version sénatoriale légèrement remaniée, je suis pas sûr que Charles de Courson dépose une motion de censure. Je pense pas. Un libéral n'a pas vocation à être conservateur. Ah, mais tu sais, Denis, il y a une décorrélation à droite entre les enjeux politiques, les enjeux économiques et les enjeux moraux. Tu peux tout à fait être libéral économiquement et parfaitement conservateur en matière d'évolution des mœurs. Il y a quand même un certain nombre de libéraux qui ont voté contre le mariage pour tous, qui sont pas pour la fin de vie, etc. Bon, voilà. Et ça a toujours été le cas. Hein. Alors, regarde les États-Unis, putain. Le parti républicain qui est contre l'IVG.
Et les gars, c'est la première des libertés des femmes. Vous êtes libéraux ou vous n'êtes pas libéraux? Si, on est libéraux, mais pas pour les femmes. Bon, ok. D'accord. Chelou, mais d'accord. Libéral en français, c'est pas mal éloigné du liberal américain. Oui, il faut faire attention à ça, sur les traductions un peu hâtives. Et par ailleurs, attention, le libéralisme, ce n'est pas une doctrine homogène. Il y a du libéralisme classique, qui peut se retrouver dans la question des droits de l'homme, de la liberté individuelle et des libertés collectives, l'importance de vivre en démocratie, d'avoir de la représentation, de consentir à l'impôt, de garantir le droit de propriété, etc. Voilà, il y a un libéralisme politique démocrate et favorable aux droits de l'homme. Et puis il y a un libéralisme économique qui peut être le pendant d'ailleurs du libéralisme politique qui considère que le système économique doit s'organiser, s'articuler autour de l'individu, de sa liberté d'agir, de la liberté d'agir des acteurs économiques, des producteurs comme des consommateurs, de la libre circulation des biens. Voilà, ça c'est un libéralisme économique. Et vous pouvez être un libéral politique et vous opposer radicalement au libéralisme politique, être beaucoup plus conservateur, enfin conservateur c'est pas le bon mot, mais plus collectiviste disons, économiquement. Et vous pouvez également être un libéral économique et un parfait conservateur en matière de liberté et de mœurs, favorable à l'augmentation des peines de prison. Voilà. Hmm. Salut Jean, c'est quand que tu appelles à la dictature du prolétariat? Bah, dans l'intérêt du prolétariat lui-même, jamais. Euh, Petit rappel, les Français étaient massivement contre la réforme des retraites. Oui, les Français étaient massivement pour la peine de mort. C'est pas les sondages qui gouvernent. C'est pas les sondages qui décident, c'est les élections. Macron est tout sauf un libéral, il a passé son temps à être interventionniste. Je suis d'accord avec toi pour dire que Macron est paradoxal. Macron est un libéral français. Et le français est très important. En France, depuis plusieurs siècles maintenant, on a une tradition et un usage de l'interventionnisme de l'État dans l'économie. L'État intervient. L'État investit, l'État contrôle, l'État limite, l'État autorise, l'État machin. Ça remonte à Henri IV, ça remonte à Louis XIV, ça remonte voilà, ça remonte à très 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 loin, ça a toujours été le cas. Emmanuel Macron est un libéral français. Emmanuel Macron est favorable à la baisse du coût du travail de manière à booster les offres d'emploi et la flexibilité du marché du travail. Emmanuel Macron est favorable à la baisse des impôts pour booster l'investissement et attirer les capitaux pour relancer la machine également. Emmanuel Macron est donc dans le libéralisme européen assez classique. Mais néanmoins, Emmanuel Macron ne se départit pas du tout de l'importance de l'État dans l'économie. Emmanuel Macron n'a aucun problème à mettre en place le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Je vous rappelle qu'en France, pendant le Covid, le président de la République a pris la parole pour dire aux Français « on va dépenser énormément d'argent public pour faire face à la maladie ». Je vous rappelle que le gouverneur républicain du Texas avait pris la parole pour dire aux gens « démerdez-vous, c'est pas le rôle de l'État de vous aider. Les gens sont responsables d'eux-mêmes ». C'est ça le libéralisme américain. Chacun est responsable de sa famille. Vous vous démerdez. L'histoire de Covid, c'est pas moi qui vais mettre en place je sais pas quoi, des lockdowns, verser des subventions et puis quoi encore. Voilà. Macron a nationalisé STX. Il n'a eu aucun problème à nationaliser STX pour empêcher sa reprise par des fonds américains en estimant que c'était dans l'intérêt de l'industrie de défense européenne. Et française, surtout française, pardon, l'autonomie et machin. STX, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chantier naval militaire, exactement. C'est eux qui fabriquent nos frégates, notamment. Bon, bah voilà, il y avait un projet de rachat d'STX par des fonds étrangers, et Macron, il a fait ça reste en France. Il est hors de question que ça parte à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Emmanuel Macron a mis en place, avec Angela Merkel, le plan de relance européen. Des centaines de milliards d'euros d'investissement public. On est sur du keynésianisme qui boit du Red Bull. Il rentrait aussi dans Sanofi un petit peu. C'est encore en cours de discussion, mais Emmanuel Macron a une stratégie depuis 5 ans, notamment depuis le Covid, la stratégie de réindustrialisation, notamment dans les chantiers stratégiques. Et en l'occurrence, il y a le médicament dedans. La France, Emmanuel Macron défend l'idée que la France doit redevenir maîtresse des processus de production des choses les plus élémentaires. Rappelez-vous, pendant le Covid, on était infoutu de produire des masques en papier. Ça avait pété à la gueule de tout le monde le fait qu'on était un pays qui dépendait de la Chine à un point absurde. Donc Emmanuel Macron a mis en place, dans le cadre du plan de relance, la volonté de maintenir en France et redévelopper en France des filières de production. C'est le cas par exemple pour les microprocesseurs, c'est le cas pour les batteries au niveau européen. Donc voilà, il y a une volonté de recentraliser. Donc le multilatéralisme à l'ancienne, la mondialisation heureuse des années 90 où on signait des accords de libre-échange partout, tout le temps, Macron, il est moins dans ce délire-là. Macron, il a refusé un certain nombre de traités de libre-échange, notamment le Mercosur, qui est encore en cours de discussion au niveau européen. Voilà, la France est contre le Mercosur. Macron, s'il était vraiment libéral, il serait pour le Mercosur. Bah oui, mais non. Macron, il est d'abord président de la France, et la France, elle a des agriculteurs qui risquent de se retrouver dans la merde si le Mercosur entre en vigueur. Donc, libéralisme, oui, mais limité quand même. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme. Ce qu'on appelle le protectionnisme avec effectivement des barrières douanières aux frontières, c'est vrai. Alors, Emmanuel Macron, après, attention, c'est un grand Européen. Emmanuel Macron a aussi une pensée tournée vers l'Europe, c'est-à-dire qu'il ne pense pas que c'est à la France de mettre en place des barrières douanières, notamment sur le gaz à effet de serre. Il est favorable et il soutient les mesures prises au niveau européen pour mettre ça en place. Il estime que l'Europe est le bon échelon d'action pour le protectionnisme. C'est pas au niveau de la France qu'il faut le faire, c'est au niveau européen. Donc voilà, Macron n'est pas un libéral au sens des libéraux américains ou britanniques. Macron n'est pas non plus un giga interventionniste collectiviste socialiste, non. Il est quelque part entre les deux, dans un truc bien franco-français, qui assume parfaitement l'interventionnisme de l'État et la stratégie de réindustrialisation et de souveraineté. Bon, bah go voter Macron. Si tu veux. Bah non, tu peux plus, il va pas se représenter. Libéralisme pragmatique. Ouais, d'un certain point de vue, ouais. En tout cas, c'est pas du dogmatisme. Quel avenir pour Macron après 2027? Ça, c'est une bonne question. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a la particularité d'être un président jeune. Il va pas disparaître. En tout cas, pas tout de suite. Président du Conseil européen. Ah, ça, il va en rêver, comme Nicolas Sarkozy en a rêvé en son temps. Est-ce que tu as un livre pour découvrir l'économie et comprendre ses principes? Ouais, tu as le livre aux éditions Payot de Gilles, de la chaîne Eureka, la chaîne YouTube Eureka, qui a écrit un livre qui s'appelle Tout sur l'économie ou presque. Voilà, achetez-le, il est bien. C'est 2 mandats présidentiels max ou 2 mandats d'affilée max? C'est d'affilée max. 2 mandats présidentiels d'affilée maximum. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas le droit de se présenter en 2027, mais il a parfaitement le droit de se présenter en 2032.
N'hésitez pas à acheter Les jeunes, c'est le présent, hein, pendant que vous y êtes, le livre de Jean Massier, qui est sorti récemment, que vous trouverez chez votre libraire ou en ligne. Point d'exclamation livre dans le chat. Un véritable plaidoyer en faveur de la jeunesse, un plaidoyer politique qui parle de Twitch, de jeux vidéo et de tout le reste. Achetez-le, il est bien. Si le président de 2027 est destitué, il peut même se présenter en 2028. Oui. Oui, oui. Tu l'as écrit quand? Tout au long de l'année. 2023-2024. Je vais m'arrêter là, les copains. Je vais m'arrêter là, profiter de mon week-end. Je vous rappelle qu'on se retrouve mardi. Non, lundi. Attendez. Non, non, mais je fais un stream lundi. Ouais, je fais un stream lundi. Ensuite, mardi, Backseat spécial Nuit américaine. Et ensuite, jeudi à 16h, Checkpoint avec la Fondation pour la recherche médicale. Soyez là. Je vais faire un raid chez Clément Viktorovitch. Je sais pas si vous connaissez. C'est un petit streamer qui débute. Il est sympa. Il parle de politique des fois, mais il parle surtout beaucoup de rhétorique. J'adore sa coupe de cheveux. Allez le follow. Bonne suite d'après-midi en compagnie de Clément Viktorovitch. Voilà, profitez bien. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao, bye bye. On va faire un sondage. Faire un sondage.